Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette conférence. Moi-même, je suis Carl McKenna, je suis le directeur des solutions technologiques au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je suis accompagné de Christian Desroches, qui est le coordonnateur d'une équipe qui va présenter tantôt son petit bout. Bonjour. Et d'Alexandre Gignac, qui est membre de l'équipe, qu'on appelle l'équipe écosystème, alors qui va également compléter la présentation après moi. Alors, sans plus tarder, je vais simplement vous indiquer que je vais faire un bout, il y a une petite période de questions, Christian va faire un autre bout, une autre période de questions, même chose pour Alexandre. Alors, il y a moyen d'intervenir donc à tout moment. La première chose que je veux amener, c'est le fait que c'est une transformation. Une transformation, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, il faut que je donne quand même un petit peu de contexte. C'est une transformation qui débute en 2015. En 2015, au début 2015, notre organisation n'avait pas vraiment une boîte informatique. L'ensemble des ressources informatiques étaient au Centre des services partagés du Québec. C'était comme ça depuis plusieurs années. Et malheureusement, il y a eu un constat autant du Centre des services partagés que des lignes d'affaires qui avaient un problème à régler. Les lignes d'affaires se plaignaient que les solutions qu'ils demandaient, c'était lent avant de les obtenir. Ça coûtait cher. Généralement, ils étaient peu contents ou pas contents de ce qu'ils avaient obtenu comme résultat. Puis, l'organisation n'était pas nécessairement fière de ce qu'elle avait reçu parce que souvent, c'était des solutions qui étaient parfois boiteuses, qui ne correspondaient pas à ce que les gens souhaitaient avoir. Des fois, ils avaient demandé des choses, mais ce n'est pas ce qu'ils souhaitaient finalement. Ou encore, c'était des solutions qui étaient désuètes. Donc, on avait à ce moment-là un constat général qui a fait que, à ce moment-là, le Centre des services partagés a remis à notre organisation et à d'autres organisations qui étaient clientes également de ces services-là la responsabilité de faire des systèmes d'information. Et rester dans l'organisation au Centre des services partagés, des volets quand même importants. On parle de la bureautique, on parle du réseau, on parle de l'exploitation, on parle du volet technologique. Donc, ce n'est pas des aspects négligeables. L'organisation, le ministère des Affaires municipales, ce n'est pas une énorme organisation. On a quand même 80 personnes en informatique qui sont un profil développeur principalement. Puis, on fait encore affaire avec le Centre des services partagés qui a 1500 personnes plus ou moins là, en technologie. Donc, on n'est pas exactement une petite boîte. On a les avantages d'une petite boîte, certains aspects, mais les désavantages d'une grande boîte. Là, tout le monde qui sait qu'il a travaillé dans une grande organisation informatique comprend comment ça va. Donc, en 2015, il nous est remis un bon nombre de personnes et les responsabilités. Notre organisation, elle a eu comme mandat au point de la boîte informatique, en fait, c'était de rendre tout simplement nos utilisateurs contents, heureux des services, puis bien le faire, mais que ça coûte moins cher. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas nécessairement. En fait, ce n'est pas le genre de transformation qui est facile, là, mais c'est le genre de choses qui est nécessaire de faire. Donc, on a eu une commande qui était vraiment très, très nette. Ça a été avantageux pour nous. C'est le genre de commande qu'on espère avoir ou en même temps, on n'espère pas avoir. Donc, on ne nous a pas demandé de transformer nos technologies. On ne nous a pas demandé de faire des choses ésotériques. Tout simplement des résultats très, très concrets. Puis vite, pourquoi, comme on a fixé comme objectif à l'interne vite, une fois qu'on a reçu cette commande-là, c'est que généralement, les lignes d'affaires, ils aiment ça avoir des résultats rapidement. Puis l'autre avantage que ça a, évidemment, c'est que si on livre quelque chose en 3 mois plutôt qu'en 3 ans, en 3 mois, on n'a pas le temps de dépenser 5 millions, 10 millions. C'est forcément moins cher. C'est un des problèmes qu'on avait au début. Bien, c'est une façon facile d'estimer. Les lignes d'affaires, si on leur pose la question, ils sont contents ou pas, c'est utile pour eux ou pas, ils vont nous dire si c'est bien fait. L'autre aspect qu'on a également à vérifier pour que c'est bien fait, c'est que s'assurer que c'est contrôlé. Souvent, dans les organisations, des fois, on a une liberté qu'on se donne, fait qu'on livre rapidement, mais ce n'est pas nécessairement bien fait. Donc, on a des fois des problèmes de contrôle, c'est pas autorisé, on peut avoir des dérapages financiers, on peut avoir également des dérapages, je dirais, techniques. Donc, des fois, c'est livré, puis il faut le maintenir après, il faut l'opérer, puis c'est pas toujours facile. Donc, ces objectifs-là qu'on a synthétisés chez nous, vite et bien,
ça a été nos objectifs. En même temps, pour avoir roulé notre boss dans d'autres organisations, on voulait éviter le piège habituel. Le piège, lorsqu'on a des mandats comme ça, habituellement, c'est de dire, ben, on va introduire toutes les nouveautés, là, puis forcément, ça va être meilleur si on prend tout. C'est le genre de choses qui était tentant. On a eu quand même des présentations de différents fournisseurs, des orientations. On avait déjà du background là-dedans. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de se concentrer plus sur les résultats. Ça, je vais faire un petit détour. Moi, il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à des orientations dans une autre organisation où, à l'époque, on a introduit des machines virtuelles. Les machines virtuelles, à l'époque, on se dit, ouais, oui, ça va permettre une meilleure efficience au niveau de l'utilisation des ressources, mais surtout, ça va nous permettre de livrer plus rapidement des serveurs. Les serveurs, avant, étaient montés à la main. Ça prenait des semaines avant d'avoir un serveur livré de qualité, autrement dit, qui est utile, fonctionnel pour tout le monde. 20 ans plus tard, tout le monde a des machines virtuelles, tout le monde peut en commander. Puis c'est encore, malheureusement, ça prend encore des semaines, des fois, avant d'avoir une machine qui est fonctionnelle puis qui, finalement, arrive au résultat qu'on souhaitait. Donc, on voulait éviter, finalement, de se centrer sur les aspects qui sont, je dirais, plus technologiques, puis se concentrer sur des résultats. Le résultat qu'on a fixé, honnêtement, ça a été de pouvoir faire quelque chose de simple, de pouvoir le livrer très rapidement, puis de pouvoir le bien livrer. Très simple, tout le monde sait ce que c'est, un écran, c'est sur Internet, on a une clientèle, on a peut-être 5 à 10 éléments d'information. Ça ne devrait pas prendre de temps. Pourtant, ça prend du temps dans bien des organisations. Ça prenait du temps chez nous. Donc, on s'est dit, ça, on devrait pouvoir faire ça rapidement. Les choix, bien, en fait, c'est peut-être l'approche qui est la plus importante de toute notre démarche. C'est qu'on a décidé que les équipes, on les rendrait autonomes. On a décidé que les équipes auraient des responsabilités supplémentaires. Les équipes, on parle des équipes produits, c'est des équipes finalement qui sont responsables de systèmes d'information. On a également changé les responsabilités qui fait que la même équipe, idéalement, ferait la maintenance et l'évolution du système, mais elle aurait également des responsabilités au sens des données, au sens de la sécurité, au sens de l'autorisation de mettre en production. Puis elle, évidemment, recevrait les alertes s'il n'y a jamais des pépins. Là, j'arrive un peu plus loin, tout le monde va penser que c'est l'anarchie à ce moment-là, mais non, justement. On a mis en place une nouvelle organisation, une nouvelle équipe qui, elle, avait le rôle de soutenir les gens, puis de mettre en place des mécanismes de contrôle qui seraient intégrés dans des services qui seraient disponibles en libre service aux équipes. Ça signifie qu'une équipe produit est en mesure de livrer, de tester, de faire de la sécurité, de déployer, mais il n'y aurait pas accès en production aux données. Il n'y aurait pas accès en production aux infrastructures. Il y aurait quand même l'obligation de démontrer qu'ils ont fait des essais, que les essais ont été acceptés par la ligne d'affaires, qu'une autorisation de mise en production. Bref, on a intégré nos contrôles administratifs qu'on voulait avoir à l'intérieur des services qui ont été rendus par une équipe qu'on appelle l'équipe des ETI, en fait bien nommée, mais qui s'appelle l'équipe écosystème, qui va être présentée par Christian tantôt. En dernier, oui, on a pris des choix technologiques, des choix qui sont populaires, qui aujourd'hui, on s'est dit à l'époque, on va tenter d'utiliser un outil de gestion de code source puis de gestion des processus. On a choisi Azure DevOps à l'époque. On s'est dit qu'on irait vers l'info nuagique. On a introduit l'agilité. Tous des choix qui sont des bons choix, des choix qui sont intéressants, qui sont porteurs, mais ce n'est pas quelque chose qui était, comment je peux dire, c'était pas une fin en soi. C'était vraiment en soutien uniquement à l'objectif qu'on avait, qui était de livrer rapidement puis de bien livrer les choses. Donc, on n'a pas pris d'orientation de dire c'est des microservices, ça va être des containers. Ça n'a jamais fait partie de notre vocabulaire, pas plus que le DevOps. Pourtant, si on regarde qu'est-ce qu'on a fait régulièrement dans nos opérations puis dans nos façons de faire, on va retrouver des notions de DevOps, on va retrouver des notions de microservices, on va trouver des notions de containers, mais c'est vraiment, ça n'a jamais été un objectif, ça n'a jamais été véhiculé comme ça à l'intérieur des équipes et à l'intérieur de l'organisation.
Une autre chose qu'on a faite et puis qui nous a aidé grandement, c'est que lorsqu'on veut transformer une organisation, souvent, on va cibler des projets, des fois, qui sont de nature plus technologique pour mettre en place des pièces. On va mettre en place un CRM, on peut mettre des outils de gestion de flux de travail, on va mettre un nouvel ALM, on va mettre plein d'outils en place. On n'a pratiquement jamais eu de système ou de projet qui était axé uniquement au sens technologique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un projet porteur, un projet qui avait des objectifs d'affaires. On a eu en 2016 un projet qui a débuté pour refaire le portail des affaires municipales. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est un portail qui permet de regrouper l'ensemble des services électroniques qui sont rendus disponibles aux organismes municipaux. Les services électroniques aux organismes municipaux, ben, il y en a peut-être une vingtaine. C'est toutes des bébites relativement complexes, mais en même temps, ça nous permet il y a une certaine homogénéité dans ces services-là. La plupart sont accessibles via ClickSecure Entreprise, qui est un service d'authentification gouvernementale. La plupart ont des objectifs de niveau de service semblables. On a pu, donc, dans ce projet-là, faire livrer un portail, livrer également 8 prestations électroniques de services. Jusqu'ici, c'est banal. Mais ce qu'on a également fait, c'est qu'on s'est dit, dans l'objectif du projet, c'est qu'il fallait également qu'ils puissent en livrer plus rapidement une 9e, puis une 10e, puis une 11e comme ça. Et ça, mettre ça au point dans le cadre de la livraison des 8 services électroniques qu'ils avaient besoin de faire. Ça leur a permis donc de roder cette nouvelle approche et d'intégrer une automatisation de nos façons de faire, de nettoyer surtout nos processus administratifs. Il ne faut pas se le cacher. Généralement, on attend après quelqu'un, on attend après quelque chose. C'est là que vraiment ce travail-là a été fait. Puis l'étape d'après, ça a été effectivement d'obtenir ces résultats-là. Mais un des objectifs, justement, était de pouvoir livrer un service électronique en moins de 10 jours. 10 jours du moment où est-ce qu'on a une demande pour faire le service électronique jusqu'à ce qu'il soit en production. Ça inclut l'autorisation administrative, ça inclut le développement, ça inclut les essais, ça inclut tous les mécanismes de contrôle, parce que dans notre cas, ce sont des services qui donnent des subventions avec des montants impressionnants parfois. Et on a l'ensemble de nos contrôles intégrés là-dedans, incluant les essais souvent de sécurité qu'on doit faire. Là. Fait que ça a été un des secrets de notre démarche. Puis après ça, ben, ça a été de généraliser tout ça. On n'a pas une approche où est-ce qu'on tente de systématiquement généraliser, mais on tente de généraliser ce qui fonctionne bien. Donc, dans ce cas-là, on avait un projet qui a livré une nouvelle façon de faire et on l'a étendu graduellement dans notre organisation. Et après ça, chacune des équipes qui s'est mise à travailler dans un mode semblable à ça a généré elle-même d'autres améliorations qui sont revenues et qui reviennent constamment. Donc, c'est plus une approche qu'on appelle d'amélioration continue. C'est vraiment ça, en fait, à très haut niveau, si on veut, la façon de faire qu'on a introduite. Évidemment, il y a des aspects technologiques. L'agilité également est un grand secours là-dedans parce que faire les bonnes choses, on s'est servi généralement des pratiques agiles, mais il ne faut pas se le cacher. Dans notre contexte à nous, il y avait une autre approche qui aurait fait l'affaire, on l'aurait pris. Donc, on est vraiment très agnostique sur les outils qu'on utilise. Donc, dans notre organisation, vous allez retrouver des produits de toute nature. On n'a pas un seul fournisseur en info nuagique. On va utiliser Azure comme on va utiliser Amazon. On n'a pas nécessairement une seule technologie. On est parti évidemment avec un background avec énormément de variantes, mais on a quand même des cibles. On tente de converger et on tente de s'améliorer en continu. Ce n'est pas quelque chose, donc, je vous ai sommarisé vraiment très, très rapidement au niveau, là, parce que je vais laisser du temps à Christian et à Alexandre de présenter qui souvent est plus crunchy, là, mais ça fait le tour, si on veut, de ma section à moi. Et s'il y en a qui veulent poser des questions, c'est le temps. Sinon, je vais laisser la parole à Christian. Je vais attendre une minute, voir s'il y a des gens qui veulent voir la démarche.
Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, soit au travers du chat, soit en levant la main. On va donner la parole. On a prévu 1h30, mais je pense qu'on va se tenir en dedans de ça, donc ne pas hésiter. Sinon, je pense que tout le monde attend ta présentation. Christian, ça va être le temps de parler des bonnes choses. On va y aller un petit peu plus dans le détail. Ce qui nous... Oh! On a quand même été trop vite parce qu'il semble qu'on en a des questions. Carl, est-ce que tu prends le lead par rapport à ça? Oui. En fait, il y a une excellente question. Autonomie égale responsabilité, imputabilité à l'équipe. Effectivement, on a des responsabilités. Ça vient automatiquement. La plupart des gens sont tout à fait prêts à être autonomes, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va être responsable. Ça signifie que la responsabilité au niveau d'un système d'information, que ce soit la maintenance ou que ce soit l'exploitation, ça veut dire recevoir les alertes ou recevoir les demandes de correctifs parce qu'il y a des enjeux de sécurité. Ça, c'est l'équipe qui va les recevoir. Au niveau, cependant, des responsabilités, ils ont la responsabilité d'utiliser des services qui vont être décrits un petit peu par Christian tantôt. Puis, ils ont l'imputabilité. L'imputabilité va demeurer au niveau, évidemment, de ce qu'on appelle qui est plus classique, là, qui est le temps, qui est les budgets, ces choses-là. Fait que ça va en soi. Il y a une deuxième question intéressante. Quelle démarche a été utilisée pour intégrer Azure et AWS? En fait, ça mérite une présentation en soi. Là. Je vais dire sommairement que ce qu'on a fait, c'est que Azure et Amazon ont été utilisés tout simplement comme étant des accélérants qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Ça signifie que, puis là, Christian va en parler beaucoup plus, là, on a premièrement limité l'usage d'Amazon et d'Azure à des montants qu'on qualifierait de ridicules, à peu près 2 000 $ par mois chacun. L'idée là-dedans était d'utiliser le plus possible ces services-là en limitant leur utilisation pour s'assurer qu'on n'ait pas de dérapage, qu'on acquiert de l'expérience, puis qu'en même temps, que plus on avait de besoin à mettre là-dedans, plus on devenait meilleur. Ça veut dire qu'au début, on ne voulait pas nécessairement des serveurs, mais on a une coupe. On voulait des services. Fait que ce que ça fait, c'est que pour éviter de consommer beaucoup de ressources, puis beaucoup de services, je dirais, là, sans contrôle, on a limité financièrement. Puis on avait des mécanismes de révision réguliers pour s'assurer qu'on ne perdait pas la pédale là-dedans. Je pense que Christian va couvrir un petit peu cet aspect-là. Comment avez-vous solutionné les équipes en silo, qui est peut-être la question la plus fondamentale. Les équipes, souvent, dans une organisation traditionnelle, on a des DBA, on a la techno, on a la sécurité, on a l'exploitation, on a les équipes de développement. On a cassé le principe pour mettre que l'ensemble des responsabilités intérieures d'une équipe produit. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde, une équipe produit premièrement, a toutes les connaissances, puis surtout a tous les mécanismes de contrôle pour s'en assurer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est l'équipe écosystème, puis une autre équipe qu'on va parler tantôt, qui est les équipes d'architectes de solutions, qui soutiennent les équipes produits. Donc, les équipes en silo, au sens technologique ou administratif du terme, ça a été la première chose qu'on a réglée, justement. On n'a pas commencé par les outils. Donc, c'est pour ça que j'ai décrit le type d'organisation qu'on a mis en place. On a commencé par dire les équipes doivent être autonomes, doivent être responsables. Ils ont besoin donc d'outils, puis de façon pour les soutenir, puis la technologie va suivre. Nos services vont suivre. C'est des services qui sont disponibles en libre service par les équipes. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Sinon, on n'y arriverait pas, ça serait l'anarchie complète. Puis, dans notre organisation, c'est quand même des milliards de données qu'on donne en subvention annuellement. C'est pas, il y a des contrôles quand même assez sévères là, sur les façons de faire, notamment sur les mécanismes de contrôle interne et les mécanismes de contrôle financier. Donc, on est obligé d'avoir des mécanismes de contrôle qu'on a intégrés dans nos services en libre service. Mais à la base, je pense que ça répond à la question en silo. Il faut commencer par briser les silos administratifs avant de penser aux aspects technologiques. Pas d'autres questions? Je peux passer... Ah, OK, une dernière question. Quelle était votre stratégie de changement pour la mise en place de ces équipes?
Bien, en fait, c'est qu'on n'a pas changé tout le monde en même temps. C'est qu'on a justement créé un noyau avec le projet Locomotive que j'ai décrit tantôt. C'est cette équipe-là qui a commencé, soutenue par une autre équipe, qui était l'équipe écosystème, que Christian va parler encore une fois, que j'ai dit tantôt. Et c'est là-dedans qu'on a réussi à implanter notre gestion du changement. On n'a pas tenté de changer tout le monde en même temps, mais on a quand même expliqué les objectifs qu'on avait, vite et bien, régulièrement, souvent, puis que les objectifs d'affaires primaient. Donc, c'est plus comme ça. La stratégie de changement s'est faite de façon graduelle. Ça n'a pas été finalement, on casse tout puis on recommence. Là. On a introduit dans un secteur et on a répandu notre approche graduellement. Je pense que je vais passer la parole à Christian pour ne pas prendre tout le temps et brûler toutes ses punches. Tu en as déjà pris quelques-uns. Merci, Carl. L'équipe écosystème, somme toute, qu'est-ce que c'est? On a monté, avec le projet porteur qui était le PJMR, on avait comme mandat de pouvoir fournir un service numérique d'infrastructure municipale en 10 jours entre le moment que le sous-ministre ou le ministre l'annonce et la mise en production. Infrastructure municipale, pour plus de détails, réseau d'aqueduc, réseau d'égouts, avoir des subventions pour ces morceaux-là pour faire les rénovations. On ne parle pas d'infrastructure TI aucunement. On veut simplement être capable d'avoir un formulaire donné, faire une saisie, puis l'inclure pour en faire l'analyse. Dans une équipe agile, dans l'orientation, on veut que nos équipes soient autonomes, responsables et multidisciplinaires. Par contre, le contexte qu'on a, c'est qu'on ne peut pas demander à tout le monde de tout connaître, d'être un full stack. On ne peut pas demander à même toutes les équipes de l'avoir. Puis, veut pas, on a des gens qui sont sur le plancher depuis parfois un certain temps, qui ne connaissent pas toutes les technologies, qui ne sont pas nécessairement toutes habitués à changer ou à apprendre rapidement. Donc, on veut être capable de pallier à ça en montant l'équipe écosystème pour qu'elle soit là en renfort aux autres équipes, en leur dédiant des services. Notre mandat, c'est de rendre performants les ressources informationnelles du ministère pour que les ressources informationnelles rendent le ministère performant. Nos valeurs de base, on vise la simplicité, on vise l'autonomie, on veut des résultats rapides. On se base sur l'objectif d'affaires, pas la technologie, pas le buzzword. On veut y aller itérativement, des petites solutions, puis être sûr d'aller mesurer au niveau de la clientèle, au niveau des utilisateurs, est-ce que ça fonctionne bien? Notre premier client, notre premier utilisateur, ce sont les équipes de développement, mais on va leur donner les solutions le plus vite possible pour qu'ils essaient. On a un principe, c'est les solutions à battre. Donc, autrement dit, on va arriver rapidement avec une première solution, puis on va l'essayer. Et on va toujours être prêt à changer d'avis. Si on trouve une solution qui est meilleure, qui est peut-être moins coûteuse, qui est plus simple, qui est une solution qui est meilleure, on va accepter de changer celle qu'on a. On épouse le changement à tout moment. Il faut être prêt, par contre, à développer dans ce sens-là. On vise un libre service et une automatisation pour atteindre l'objectif d'affaires. On ne veut pas automatiser pour automatiser. On veut automatiser ce qui a de la valeur d'être fait et on veut s'enlever du chemin. On est un accélérant pour les équipes de réalisation parce qu'à nouveau, la cible qu'on avait, c'est en 10 jours être capable de partir de l'idée et de mettre en production. La nature de notre équipe, c'est des gens de sécurité, d'infonuagique, d'automatisation, d'infrastructure, de l'exploitation, génie logiciel. C'est tout du monde qui savent coder, qui savent automatiser dans différents langages, dans différentes plateformes, technologies. C'est tous des gens qui veulent apprendre et aider. Le temps de l'équipe est dédié et partagé en trois activités principales. On s'occupe des actifs actuels, d'en faire un suivi, d'en faire une vigie, de faire vivre ce qui roule. On participe au projet pour les réalisations, on participe avec les équipes à faire les nouvelles prestations, les nouveaux services numériques et on fait de la recherche et développement. Un tiers, un tiers, un tiers. Pourquoi? Un tiers sur le passé puis nos solutions existantes pour voir qu'est-ce qu'on a fait dans le passé qui fonctionnait bien puis qui ne fonctionnait pas bien.
un tiers à vivre avec les équipes de réalisation pour ne pas être dans une tour de verre et simplement ne pas parler. Vivre le plancher est important pour savoir ce qu'on fait, puis d'être capable d'en parler au niveau du plancher est important, voire essentiel. Et le futur, ben, c'est la recherche et le développement. Il faut savoir ce qui s'en vient afin de bien orienter nos développements et de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis d'être capable de soutenir nos services dans ce sens-là. En quoi c'est différent d'un soutien au développement standard qu'on voit dans les autres organisations? Pour le présenter, je vais montrer un peu notre pipeline de développement qui s'est fait avec le projet porteur qui est le PGMR. Donc, dessin simpliste, mais ce qu'on vient présenter ici, c'est somme toute l'outil qui venait soutenir le cycle de développement. On a un carnet en backlog, l'équipe travaillait en mode Scrum, un gestionnaire de code source dans lequel il allait s'assurer d'avoir l'ensemble de leurs travaux. Historiquement, c'était TFVC, on est passé à Git. On a une boîte Microsoft. On travaille avec les environnements Azure principalement. On travaillait à monter les environnements dans ces technologies-là. Donc, une compilation simple, un déploiement simple, puis on envoie le résultat dans Azure. Une première version. Dans Azure, les infrastructures étaient montées manuellement, puis on a fait toutes sortes de preuves de concept, pas avant le projet, mais en réalisation du projet, pour voir quelle façon ça fonctionnait. On a pendant un bout de temps déployé nos applications toutes sur les mêmes serveurs, autant la prod que le dev. Ça répondait moins bien pendant les essais de charge, mais on l'a appris, on l'a essayé, on a vu comment ça marchait. Prochaine itération, on l'a changé, puis on a fait ça pour que ce soit plus simple, plus résilient, que ce soit bien fait. On a continué à faire vivre notre outil de cycle de développement, le pipeline, en ajoutant des éléments de conformité. Donc, on est venu s'assurer d'avoir des outils de sécurité qui venaient nous assurer pour des outils de l'analyse statique et dynamique que nos solutions étaient adéquates. On a ajouté SonarQube qui venait nous donner de la qualité sur notre code. On a ajouté des artefacts NuGet de façon à s'assurer que ce qui sorte de ce qu'on utilise comme composant, il n'y a pas de vulnérabilités qui sont présentées. Tout ça, on ajoute aussi une notion de gate de façon à ce que si on trouve un problème de sécurité, si le pilote n'a pas approuvé, si les essais ne sont pas complétés, on ne monte pas. Ce n'est pas possible de monter en production. On arrête là. On continue à améliorer nos morceaux. Un gros bloquant qu'on a souvent dans les grandes organisations et au gouvernement, la documentation. On a abandonné complètement le guide vert. On s'est retrouvé à documenter les bonnes choses pour les bonnes personnes. On a changé le paradigme de documentation afin que ça vive dans un wiki. Donc, la documentation appartient à tout le monde. Chacun peut la modifier et même a le devoir de la tenir à jour avec la vérité. Il n'y a pas un document qui appartient à une personne et que c'est la seule personne qui peut le changer ou qui détient la vérité. Le but, c'est qu'à la gang, on puisse le tenir à jour et savoir exactement ce qui est dedans, de façon à ce qu'on puisse la faire vivre. Elle est faite pour les personnes qui vont la consommer. Donc, on s'assure que la documentation opérationnelle parle au plancher, aux développeurs, dans les bons formats puis dans l'outil. Dans notre cas, c'est intégré avec Azure DevOps, donc intégré avec le code, avec les billets, avec les déploiements. Tout ça fait une bulle ensemble. Ça va avoir l'air d'une pub Microsoft, ce que je fais, mais c'est simplement les outils qu'on a pris. Pardon. Et le contexte de la solution à battre, c'est qu'on a embarqué dedans, puis que présentement, on n'a pas trouvé une solution qui allait mieux selon nos besoins. Donc, on reste dans celle-là, puis on la fait évoluer au fur et à mesure. Et si on vient trouver quelque chose de mieux que ce qu'on a, on va le changer, puis on va aller dedans. Prochaine étape qu'on a passée, infrastructure as code. Parce que ce qu'on faisait sur Azure, c'était du manuel, ça pouvait être long, ça pouvait être fastidieux des fois. Donc, d'amener l'infra as code, c'est venu faciliter les déploiements et faciliter l'intégration. Infra as code, en PowerShell, en ARM template, en CloudFormation, on vient mettre dans le gestionnaire de code source toute la définition de ce qu'est l'infrastructure, la sécurité, l'exploitation, la surveillance. Tous ces morceaux-là se sont retrouvés à être dans le code, dans les mains des développeurs. Donc, plus besoin d'intervention manuelle, plus besoin de remonter.
Et ça fait aussi que nos infras sont rendus jetables parce qu'on est capable de les faire vivre, de les éliminer puis de les remonter. En fait, aujourd'hui, on est rendu à avoir une infrastructure que chaque soir et chaque matin, on démonte en entier nos paliers de développement pour les remonter. C'est rare. Dans d'autres organisations, juste avoir un serveur, ça nous prend des mois. Donc, de l'amener comme ça, de matin et soir, de le démonter, et lorsqu'il est remonté, il est toujours fiable, toujours de qualité, parce qu'il est à l'image de ce qu'il y a dans le code. Ça nous donne une sécurité très importante. Prochaine étape, on est venu ajouter 2 autres points. Un point à l'infrascode. Ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau des équipes, il y avait souvent des problématiques avec les bases de données parce que, à date, ce n'était pas dans le schéma. Donc, les bases de données, c'était déployé à la main, à côté. On est venu s'ajouter DBA qui nous permet de, par le code source encore, tout structurer nos bases de données et déployer la modélisation, les données de pilotage, les données, pas nécessairement à faire, mais les données techniques ou les données d'essai. Donc, ça, c'est venu structurer aussi nos bases de données parce qu'il faut se rappeler, il n'y a pas un architecte techno qui est passé sur l'infrascode pour définir ça. Il n'y a pas un DBA qui a pris en attente les structures de base de données. C'est toute l'équipe qui est responsable et qui est propriétaire de la solution, du produit. Et on ne les laisse pas à eux-mêmes. S'ils ont un besoin, au sein de l'écosystème, on va leur fournir un support ou il y a des DBA aussi qui vont venir un support sur le comment. L'écosystème est là pour donner le support sur comment on fait quelque chose, alors que l'équipe d'architectes de solutions, elle, est là pour donner le support sur le quoi. Est-ce qu'on fait la bonne chose? L'autre point qu'on est venu ajouter ici, c'est qu'on s'est rendu compte que l'infrastructure as code, dans Azure, c'était simple, c'était facile à le faire, mais qu'on était capable de l'abstraire, puis qu'on était autant capable de le faire avec nos services à l'interne, avec nos serveurs à l'interne, même si on avait des serveurs AES standards. Donc, on a été régénérer l'ensemble de nos infrastructures sur IIS et on roule dans ce container-là. Je connais peu d'organisations qui ont déjà supprimé un service, un serveur de production en plein jour pour le redéployer pour régler un problème. On s'est mis aussi à déployer dans Amazon et tout ça, toujours avec les contextes de sécurité, les contextes de documentation et s'assurer que c'est vite fait, bien fait et structuré. Les prochaines étapes, on a continué d'améliorer sur les pipelines de sécurité. Ça devient, beaucoup d'organisations sont dans les journaux, sont présentées là. Et donc, on amène d'autres outils de sécurité, on se modernise là-dedans, puis on fait la bonne surveillance. Aussi, on voit apparaître les essais automatisés. Tout le monde reste toujours surpris lorsqu'on dit qu'on a peu d'essais automatisés ou que ça fait peu longtemps qu'on en a. C'est qu'on a toujours monté les essais dans le contexte où est-ce qu'ils avaient de la valeur. Les essais sur un formulaire simple qui fait une saisie de données et que finalement, c'est un humain qui analyse le formulaire, il n'y a pas beaucoup de règles d'affaires ou de logique des fois. Selon les systèmes, on a eu des cas comme ça où il y en a d'autres où est-ce que c'est le calcul des compensations qui demande énormément de calculs mathématiques. Donc, chaque système a sa particularité et de là, de plus en plus, on amène des outils permettant de faire les bons essais. Essais de graphique, essais de performance, essais de charge, essais unitaires simplement, de bout en bout. On a différents types, puis on les amène peu à peu. Tout ça a l'air d'une bulle techno ou d'un buzzword bingo qu'on amène avec chacun des morceaux. Mais à nouveau, ce qu'on faisait là, notre but, notre cible, notre objectif, c'était de dire je dois être capable de livrer un environnement pour que l'équipe produit soit autonome ensuite à remonter en production aussi souvent qu'elle veut et réussir à monter et faire la mise en ligne en dedans de 10 jours. Aujourd'hui, avec notre pattern de développement, on est capable de monter tous les environnements de développement, d'avoir une première base d'un système fonctionnel en une demi-journée. Ça, c'est 4 paliers unitaires, fonctionnels, acceptation, production, tous sécurisés parce qu'on s'assure via des mécanismes à côté que tout est beau et qu'il n'y a aucun incident de sécurité, que c'est performant, que c'est exploitable et exploité et qu'il y a une surveillance. Tout ça est déjà automatisé et ensuite, les équipes produits, elles, peuvent s'attarder au volet affaires. Si on prend le parallèle à ce que Carl disait, la VM,
qui étaient longues à livrer et qui prenaient un mois quand même à avoir, même si l'aspect technique était problématique, mais on a enlevé l'administratif. Pour les fans d'Astérix, on a enlevé le formulaire A38. Maintenant, on livre en direct. Tout ça, c'est fait en gardant les principes de base. On veut livrer plus vite, on veut livrer plus petit. On veut avoir un feedback fréquent, on veut s'assurer d'une conformité et d'une qualité, puis on a une amélioration continue. C'est tous des principes de base qui sont c'est difficile d'argumenter contre eux. Par contre, c'est ceux-là qu'on est venu amener de façon à convaincre les gens, puis les faire embarquer, puis avoir un objectif qui était mesurable à chaque fois. Si, à l'inverse, on avait pris la définition de ce qu'est tous ces principes-là, puis qu'on avait essayé de l'amener, soit, somme toute, DevOps, bien, probablement qu'on aurait eu beaucoup plus de misère. Par contre, en amenant ces principes-là, ça devenait beaucoup plus facile et normal de réussir à avancer parce qu'il n'y a personne qui peut être contre l'idée de livrer. Ça fait le tour de mon côté. Je vois que quelques questions se sont rajoutées. Stratégie Brownfield, Greenfield. Nous, on a monté en Greenfield et peu à peu, on vide notre Brownfield pour continuer à être en nouveau. On estime qu'autour de, puis Carl, tu me corrigeras, autour de 8 ans, on devrait pouvoir faire le tour de notre portefeuille applicatif. On a bien sûr des systèmes qui sont plus vieux avec d'autres technologies beaucoup plus complexes, mais ceux-là, ben, on essaie de voir quelle façon on est capable de les faire vivre puis de récupérer les pièces qui sont possibles à garder. N'est-ce pas un défi d'avoir la doc à plusieurs places différentes si des gens différents doivent consulter? Comment y êtes-vous arrivé? Au niveau de la documentation, en fait, tout est centralisé principalement au niveau du wiki. Et avec un bon engin de recherche, on arrive à se retrouver là-dedans. Les différents articles ciblent les différentes personnes. On reste encore à avoir un certain volet de, documents de visite ou certains documents qui sont plus officiels qu'on doit produire par le cadre, pas légal, mais formalité. Cadre de sécurité ou financier. Et ceux-là vont être conservés aussi dans les mêmes rapports, dans les mêmes outils. Mais l'idée était justement de démocratiser la documentation de façon à ce que tout le monde puisse l'utiliser. Pourcentage d'automatisation de notre pipeline aujourd'hui. Alexandre. On ne l'a jamais mesuré parce que ce n'était pas un objectif d'avoir un pourcentage élevé. C'était bien plus le résultat net qui est important. Donc, de pouvoir s'en tirer en une demi-journée pour qu'une équipe produit puisse travailler de façon autonome, c'est pas mal plus ça qu'on mesure. Je sais qu'il y a certains petits morceaux qui sont manuels encore. Des fois, c'est des autorisations administratives, des choses comme ça. Fait que faut se rappeler aussi que ce qu'on a ciblé, c'est la performance, pas au sens technologique, mais au sens de l'organisation. Fait que on voit souvent les présentations DevOps ou des présentations sur d'autres approches qui sont beaucoup centrées sur l'outillage, mais pas beaucoup sur les résultats. Nous, c'est bien plus sur les résultats, puis l'outillage est là en soutien. Fait que c'est pour ça que, pour nous, la question est difficile à répondre. C'est un pourcentage qui est probablement très élevé, mais c'est ce pourcentage qui est adéquat pour nous permettre d'y arriver. J'aurais tendance à dire, si je peux rajouter, que les pipelines des équipes, eux autres, sont, je dirais, 100% automatisés, jusqu'à un certain point, je ne dirais pas 100%, mais la création de nouveaux pipelines pour chaque produit, elle, n'est peut-être pas automatisée à 100% non plus, mais chaque produit a son pipeline et le pipeline de ce produit-là est très fortement automatisé. Catalogue. Avez-vous un catalogue d'environnement, par exemple, disponible pour vos équipes de dev? Je ne suis pas certain de comprendre la question qui est là. On a 4 paliers d'environnement pour les essais
unitaire, fonctionnel d'acceptation et puis partenaire pour ensuite avoir la production. Peut-être repréciser la question si j'y réponds pas. Est-ce que le CSPQ a été impliqué dans notre pipeline? A priori, au début, pas vraiment. Je vais répondre à celle-là. Au tout début, lorsqu'on a commencé notre approche, on a eu un projet pilote avec le Centre des services partagés parce qu'on basculait dans des nouvelles façons de travailler puis en info nuagique. Puis le Centre des services partagés, à ce moment-là, n'était pas en mesure de suivre le rythme puis les objectifs qu'on avait. De toute façon, aux autres, il a fallu qu'ils fonctionnent en plus en mode projet. Il faut se rappeler qu'une grande organisation, ça a quand même des grandes contraintes également. Donc, notre tempo a fait qu'on a travaillé avec le CSPQ parce que forcément, tout ce qu'on a fait devait s'intégrer à des vieux systèmes, à des technologies existantes, au poste bureautique, au logiciel sur les serveurs. Donc, il y a eu quand même pas seulement de collaboration avec eux, mais pas nécessairement pour la mise en place du nouvel environnement lui-même, parce qu'on s'est accroché à des services en info nuagique généralement pour le pipeline, puis on a tablé également sur des services, sur des serveurs, je dirais, en autogestion, pour lesquels le Centre des services partagés prenait plusieurs responsabilités au niveau des backups, de la sécurité, des mises à niveau, ces choses-là. Donc, je pourrais dire que ce n'est pas quelque chose qui était fait avec, au sens collaboratif, qu'on travaille les deux ensemble sur le même objectif, mais ils nous ont appuyés, puis c'est quand même notre fournisseur pour plusieurs aspects là, technologiques. Donc, à quelque part, ce n'est pas transparent ce qu'on fait là. Merci, Carl. Prochaine question. Si je comprends bien, vous avez extrait les concepts opérationnels des équipes dev. Donc, vous faites l'inverse du DevOps, qui veut que les équipes soient 100% propriétaires de leur pipeline. Notre but est de leur donner 100% la propriété du pipeline. Mais afin de leur donner la capacité de se rendre là, tout en suivant les objectifs d'affaires, on leur rend des services disponibles afin que certains des volets soient déjà pris en charge pour eux. Si une équipe, et nous avons une équipe au niveau du ministère, l'équipe de Géomatique, qui, elle, est déjà 100% propriétaire du pipeline, de leurs infrastructures, et roule principalement avec Amazon pour des logiciels comme ArcGIS qui sont très spécialisés. Et notre intention, c'est réellement d'être là en support. Par contre, on veut être un accélérant et on ne veut pas qu'il y ait de bloquants pour eux. Donc, on s'assure de leur donner le maximum de liberté et de leur faciliter les choses en leur rendant les services pour le faire. S'ils n'en ont pas besoin ou s'ils ont un besoin qui est différent, ils ne sont pas forcés d'utiliser les solutions qu'on a produites tant qu'ils respectent les cibles ou les critères de succès. Diriez-vous que vous ne seriez pas vraiment agile sans ces techniques de flexibilité, de qualité et de processus fiables? Je pense qu'il y a de l'agilité à tous les niveaux. Il y en a au niveau technique là-dedans, puis il y en a au niveau du processus d'affaires et de la façon de prioriser. Donc, Carl, je ne sais pas si tu veux préciser. En fait, on a l'objectif également de faire les bonnes choses du point de vue des lignes d'affaires. C'est important d'aller vite, mais il faut aller dans la bonne direction également. Donc, sinon, on se ramasse dans le champ. On a des techniques agiles qui souvent sont plus axées sur s'assurer qu'on fasse les bonnes choses. Ce qu'on a, c'est plus un accélérant pour bien faire les choses, ce qu'on vient de décrire ici. On a également d'autres techniques intéressantes là, au niveau des façons d'accompagner les équipes et les soutenir pour s'assurer qu'on fasse les bonnes choses. On est également différents. Je pense qu'Alexandre va en toucher un petit mot tantôt, mais je vais dire crûment, notre objectif n'était pas d'être agile pour être agile. On aurait pris de l'astrologie si ça avait fonctionné. L'objectif était de vraiment répondre aux besoins d'affaires puis d'y aller rapidement. Donc, on n'a pas eu d'objectif de faire du DevOps ou de faire de l'info nuagique ou de faire de l'agilité. C'était uniquement des moyens. C'est tous des moyens qui sont à battre. Si on trouve une meilleure façon, une façon plus simple, c'est pour ça que d'être agile, au sens affaires, ça me va très bien. Au sens de l'agilité, mettons, du Scrum, à quelque part, on va prendre tout ce qui fonctionne puis on va éliminer ce qui ne fonctionne pas.
Les questions continuent de descendre. On peut peut-être en prendre encore une ou deux, puis ensuite continuer, puis on reprendra les questions ensuite. Si je continue dans celles que j'ai vues apparaître, c'est fameux 490 existe-t-il encore, mais dans un autre format? La documentation fonctionnelle existe encore, mais dans un contexte, ce qui est vrai, c'est ce qui est dans le code. Donc, on va s'assurer de documenter ce qui est utile autour pour mieux comprendre ce qui est dans le code. On va commenter le code, on va mettre du contexte autour dans la documentation wiki. Dans certains cas, on va aussi produire un document Word pour le supporter, mais on veut rendre la documentation simple et son approbation, elle est faite à même le processus de développement. Ce ne sera pas un bloquant à la réalisation. Puis on a encore quand même des fois des dossiers fonctionnels, ça dépend. Parce que lorsqu'on a besoin de discuter puis que de le laisser pour la postérité des choses, on va avoir des documents qui vont être de cette nature-là, mais sont montés dans le cadre du travail et des opérations et non pas en amont, si on veut. Ce n'est pas nécessairement un contrat, ça va être quelque chose qui va être fait pendant la réalisation. Une dernière, ensuite on reprendra sur notre présentation, puis si les questions continuent, ben on les reprendra plus tard, si ça vous va. Vous parliez de R&D. Les équipes peuvent-elles facilement monter des environnements sans l'aide d'un autre service? Oui, on leur donne les accès au niveau des comptes Azure et Amazon. En fait, du côté d'Azure, tous les employés qui développent ont une licence MSDN, ce qui leur donne des accès dans ces environnements-là, et donc sont autonomes à générer et gérer l'ensemble des infrastructures qu'ils pourraient avoir besoin. À ça, par contre, on a une surveillance pour la sécurité, l'exploitation, la performance, la gestion des coûts. On s'assure de garder nos roues dans le fonctionnement, mais de laisser une grande capacité aux équipes de réalisation d'apprendre comment faire. Et il y a toujours eu la philosophie de on a le droit à l'erreur. On a le droit d'essayer quelque chose puis que ça ne marche pas. Parce qu'en même temps, chaque fois qu'on arrivait avec une solution, c'est pas long sur virer. Et donc, les erreurs coûtent pas cher. Donc, on apprend plus, on devient plus compétent et on peut être en contrôle. Ça vous va pour là ou Alexandre, je te cède la parole puis on reprendra d'autres questions ensuite. Tout à fait. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce qu'il y a vraiment des excellentes questions. Je vais parler un peu de la perspective du développeur. Bon, la présentation s'appelait de l'analyse préliminaire à la production en 3 semaines. Une histoire de transformation. Christian et Carl ont parlé de temps en temps de 10 jours ouvrables, donc c'est clairement pas 3 semaines. La raison de ce titre-là, 3 semaines, c'est qu'au printemps dernier, on a eu une commande spéciale qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe. Puis c'est ce contexte-là que je vais vouloir parler puis expliquer comment est-ce que nos équipes travaillent ensemble. Donc, Carl a parlé beaucoup de transformation organisationnelle, comment est-ce qu'on arrive à se transformer pour être plus efficient. Puis Christian a parlé de l'équipe écosystème, puis comment que l'équipe écosystème est un accélérateur pour les équipes de développement. Puis comment est-ce que ces accélérations se traduisent en être capable de livrer en 3 semaines. Donc là, j'ai mis un petit tableau qui explique un peu l'équipe produit. L'équipe produit est constituée de des gens qu'on connaît d'habitude, des développeurs, des analystes, un Scrum Master, tout ça. Ces équipes-là, puis je vais reprendre un peu ce qui a été dit plutôt je pense que c'est le keynote. Non, c'est plutôt Éric Lessard, je pense, dans sa conférence qui parlait de donner des noms à les équipes. C'est pas l'équipe c'est pas l'équipe des paiements, c'est pas l'équipe de trucs. Nos équipes ont des noms genre Alpha, Charlie, Tango, tout ça. Donc, ils n'ont pas de fonction comme telle. Là. Donc, ils sont un peu dépersonnalisés. Donc, c'est quand même l'équipe Scrum traditionnelle. Puis ces équipes-là sont supportées par 2 autres équipes. L'équipe écosystème, qui va s'occuper de diriger un peu le comment qu'on fait les choses, et l'équipe d'architecture de solutions, qui, elle, s'intéresse au comment, c'est quoi qu'on fait, c'est quoi qu'on livre, c'est quoi la solution, c'est quoi les fonctionnalités qu'on veut développer. Donc, ces 2 équipes-là supportent l'équipe de produit. Quand on démarre un nouveau chantier,
les membres de ces équipes-là, les membres de l'équipe, un membre de l'équipe écosystème et un membre de l'équipe d'architecture de solutions va venir se greffer à l'équipe produit pour devenir une équipe de réalisation au sens large. Donc, l'équipe écosystème, Chrétien l'a quand même bien décrit, je ne rentrerai pas trop dans le détail pour ça, à part pour ajouter un petit point, c'est que souvent les gens de l'équipe écosystème sont aussi des, je vais appeler ça un peu des technothérapeutes. C'est-à-dire que les membres des équipes viennent nous voir, nous poser des questions, puis finalement, juste en les écoutant, ils trouvent la réponse à leur solution. Donc, on fait juste les écouter, puis eux autres arrivent tout seuls à leur propre réponse. Puis, on a l'équipe d'architecture de solutions. L'équipe d'architecture de solutions va se préoccuper de c'est quoi qu'on fait. Donc, eux autres vont négocier avec la ligne d'affaires sur qu'est-ce qu'on développe comme produit, raffiner leurs besoins, décortiquer les besoins, aller chercher l'information, le crunchy de ce qu'on veut faire. Et rédiger les stories, les prioriser, aider le PO à prioriser tout ça. Donc, on se retrouve avec une équipe de réalisation composée de l'équipe de produit et de quelqu'un qui va préciser c'est quoi le quoi, puis de quelqu'un qui va préciser c'est quoi le comment. Donc, pour en revenir à notre projet qu'on a eu à l'automne, c'est-à-dire au printemps dernier, une autre organisation nous a contactés pour nous demander de l'aide pour concevoir une application grand public à mettre en ligne le plus tôt possible, une application, un programme social pour aider des citoyens en lien avec la COVID. Donc, qui dit en lien avec la COVID, dit qu'il ne faut pas que ça soit livré l'année prochaine, il faudrait que ça soit livré hier, donc le plus rapidement possible. Puis nous autres, là, je dis une application grand public. Nous, on n'est pas grand public, le Mamache. On a 1200 municipalités qui sont nos clients. Puis ces municipalités-là, règle générale, on deal avec eux autres dans les heures ouvrables. Donc, déployer un système sur l'heure du dîner, le soir ou la fin de semaine, mettre une belle petite page de dire le système est temporairement non disponible pendant le déploiement, pendant une maintenance, ce n'est pas un problème, mais on n'est pas grand public. Là, on avait ce genre de contrainte-là, cette nouvelle réalité-là qu'on devait gérer en 3 semaines. Donc, là, on a des nouvelles préoccupations. Donc, comment est-ce qu'on se préoccupe de ça en tant qu'équipe de développement? Parce que là, ces préoccupations-là vont nous empêcher de livrer. Excusez. Donc, par exemple, là, je parlais de justement mettre une page de non-disponibilité. Quand on est un site grand public, on ne fait pas ça. Je suis désolé s'il y en a parmi vous qui le faites, là, mais je suis persuadé que personne d'entre vous est tombé sur la page de maintenance d'Amazon disant « Désolé, temporairement mise en ligne parce qu'on fait une livraison ». Ça n'existe pas, ça, en grand public, là. Donc, on voulait mettre en place un principe de déploiement Blue-Green. Bon, je vais expliquer vite, c'est quoi Blue-Green? C'est qu'on a un serveur qui contient l'application sur laquelle nos clients sont connectés dessus. On déploie sur un autre serveur la nouvelle version, on la warm-up, puis quand elle est prête, on swap les deux applications, on swap les deux serveurs ou les deux systèmes. Appelle ça comme tu veux. Nous autres, on est en pass, donc on swap les deux passes. On swap les deux application services. Et les utilisateurs sont maintenant connectés sur une nouvelle version. Bien là, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de la session utilisateur? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne qui est physiquement connectée? Donc, toute cette R&D-là, c'est la personne de l'écosystème dans l'équipe qui va se préoccuper à faire ces recherches-là. Comme ça, le restant de l'équipe de produits peut se concentrer à livrer de la valeur d'affaires. Donc, c'est une partie de l'accélérant. Un autre risque qu'on avait, on s'attendait à ce que dans l'application, les gens devaient fournir des documents justificatifs, des pièces jointes. On s'attendait à recevoir à peu près 1,5 million de pièces jointes, donc à peu près 2 terabytes de documents. 2 terabytes dans quelques semaines, il faut qu'on passe l'analyse antivirus là-dessus. Il faut que ça soit efficace, puis il faut qu'au niveau du UX, que ça soit agréable pour les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? Est-ce qu'on le gère au niveau d'un infra à part? Est-ce qu'on fait de quoi dans le code d'optimiser? Donc, la personne de l'écosystème va se concentrer à trouver une solution. Pendant ce temps-là, l'équipe de développement, elle a le libre champ de développer des fonctionnalités, de développer de la valeur à faire. Un autre contexte, on veut réduire les attaques, les risques de sécurité. Donc, nos développeurs codent en utilisant des principes OWASP. Tout ça, c'est bien en place. Christian a bien établi tous nos critères de sécurité on the side là, avec nos techniques de développement, dont, Fortify et tout ça. Mais là, on se disait,
faudrait qu'on bloque peut-être des accès pour éviter d'avoir des attaques. Donc, on pourrait bloquer au niveau, si tu n'es pas un citoyen canadien, si tu n'as pas une adresse IP qui vient du Canada, tu ne te connectes pas au site. On fait ça dans le code ou on fait ça dans un firewall? C'est quoi l'avantage? C'est quoi la différence entre les deux? Donc, quelqu'un de l'écosystème, la personne de l'écosystème se préoccupait de ça. Pendant ce temps-là, l'équipe de développement se concentrait sur de livrer de la valeur à faire. Là, je parle de livrer de la valeur à faire comme si c'était simple et facile. Mais en bout de ligne, comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi la valeur à faire? Là, c'est là que l'équipe d'architecture de solutions qui se préoccupe du quoi va venir appuyer l'équipe de produits pour les aider à se concentrer sur c'est quoi qu'il y a à faire. Donc, repriorisation avec le PO constamment. Donc, quand je dis reprioriser, ce qu'on a à faire, ce n'est pas le soir où on a une réponse le matin ou c'est ça qu'on parle pendant le daily stand-up le matin, c'est à la minute près, sur quoi je dois travailler maintenant quand j'ai fini ce à quoi je travaillais. C'est à la minute près. Donc, on avait quelque chose d'autre aussi qui a été mis en place, assez intéressant. Lors des daily stand-up, OK, daily stand-up, j'étais à la maison, là, on est en pandémie, je ne me levais pas tout seul chez nous dans mon bureau. Là. Mais bon, on répondait aux nos 3 questions. Et en plus, on avait un 4e élément qui apparaissait, c'est quoi l'objectif du jour pour l'équipe? Donc, aujourd'hui, on avait un objectif quotidien. Donc, par exemple, aujourd'hui, il faut qu'on livre en accept. Ou aujourd'hui, il faut qu'on finalise l'envoi de pièces jointes. Aujourd'hui, il faut qu'on finalise le calcul d'admissibilité. Ou tout ça, c'était des objectifs quotidiens. Donc, on avait un objectif quotidien qui disait aujourd'hui, c'est ça. Donc, ça permettait de garder le focus sur c'est quoi qu'on fait, puis de ne pas rater la livraison finalement. Donc, c'est sûr que 3 semaines pour développer quelque chose de grand public à partir des besoins d'une autre organisation, c'est pas évident. Ça l'a demandé quand même pas mal d'efforts. C'est pas tout à fait, bon, je vais être honnête, c'est pas tout à fait vrai 3 semaines. 3 semaines, on a livré l'entièreté des fonctionnalités grand public. Après ça, les fonctionnalités plus de gestion administrative, ça a été fait via une ou deux autres itérations. Puis les itérations, on n'a pas vraiment fait l'approche Scrum comme telle. Donc, la première itération, ça a vraiment été 3 semaines. La deuxième, ça a peut-être été une semaine. Je ne me souviens plus exactement. On n'a pas été vraiment Scrum. On n'a pas été Kanban non plus, ni Scrumban. On a utilisé une façon de faire qui était un peu aux besoins de ce projet-là, qu'on y a été comme on pensait qu'il était le mieux à faire, là, finalement. Donc, c'est un peu comme ça que ça a été livré. Puis, on est arrivé finalement à livrer selon les besoins de la clientèle. Là. Donc, je vais pas parler plus longtemps de ce projet-là parce qu'il y a quand même des bonnes questions, puis je vais vouloir qu'on les adresse. Donc, je ne sais pas si, Christian, tu voulais reprendre la parole pour les questions. Je peux effectivement reprendre les questions où on en était. Simon Labarre, comment inclure l'analyse d'affaires et l'ergonomie, UX, dans le processus en collaboration dans l'équipe de développement? Je pense que ça, c'est un point pour lequel, justement, l'équipe de soutien au niveau des architectes de solutions, souvent vont être interpellés, ils vont soutenir l'équipe pour s'assurer qu'on va identifier correctement le type de clientèle. Ça a été utile notamment dans le cas du programme qu'on a fait en urgence. Là. Dans ce cas-là, il fallait s'attendre que ce soit des jeunes qui utilisent leur téléphone pour interagir avec ce programme-là. Donc, ce genre d'expertise-là est amené par cette équipe-là. On est plus sur le quoi que le UI, là, qui est l'interface utilisateur. Donc, c'est ce type de soutien-là qu'on s'attend d'avoir par l'équipe d'architecture de solutions. Évidemment, notre personnel, il y a plusieurs personnes qui ont été formées sur le UX, mais ce n'est pas quelque chose qui est comme intégré dans la plupart des organisations. Le UX, c'est encore... nous, on considère qu'on a encore pas mal de bout de chemin à faire, là, mais c'est quand même quelque chose qui est connu de toutes nos équipes, mais on n'excelle pas dans ce domaine-là, à notre avis. Là. Donc, mais c'est intégré via les architectes de solutions qui vont également intégrer des objectifs de niveau de service ou de contrôle pour s'assurer. Parce que c'est des objectifs d'affaires. Même chose, c'est la sensibilité des données, c'est des objectifs d'affaires.
c'est le genre de soutien que les architectes de solutions vont aider, soutenir l'équipe produit et surtout le PO. Parce que souvent, le PO, il est bombardé PO, mais il n'a pas une idée, lui, de tout ce que ça implique, là. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Quels sont les outils pour les tests de sécurité utilisés? Présentement, sur chaque analyse, on a Sonar Cloud qui fait un petit tour de roue. Avant les mises en production, on s'assure d'avoir Fortify On Demand qui fait de l'analyse statique et dynamique. On ne peut pas l'utiliser autant qu'on le souhaite, mais vu qu'on a une certaine limitation budgétaire, mais il va être passé systématiquement. On est en réalisation pour mettre en place OWASP et Burp Suite. Et aussi, on a Arachne qu'on va aller vérifier avec un scan dynamique des sites. Et il y a Delve qui est offert par le Centre de Centre de défense cybergouvernementale. Donc, on a quand même quelques-uns qui passent. Avez-vous constitué un backlog de votre dette technique? Pour ce qui est du projet de l'automne dernier, l'automne, il fait beau dehors, du printemps dernier, c'était, on n'avait pas de... La dette technique était priorisée à même ce qu'on était en train de faire. Donc, quand je disais qu'on n'avait pas d'approche Kanban, on n'avait pas une approche Scrum traditionnelle, s'il y a quelque chose qui était détecté, il s'en allait dans le carnet et était priorisé. Donc, pour ce projet-là, c'était ça. Pour les autres équipes, je pense qu'ils se gèrent comme ils veulent. Là. Je veux dire, les équipes sont autogérées, les équipes produits, à moins que Christian ait quelque chose d'autre à dire par rapport à ça. En fait, on les encourage à faire une évaluation de leur dette technique 4 fois pendant le projet. Donc, selon la planification qui était prévue dans les projets 25, 50, 75, 100 faire une évaluation de leur dette technique. Et lorsque le projet est terminé et qu'il y a quelques itérations qui se font plus en mode entretien, et que le produit continue à vivre, de revenir peut-être 4 fois par année à réévaluer leur dette technique. Mais ce sont les équipes qui sont autonomes et en fonction du cycle de vie de chaque application, parce que chacun des systèmes va être livré plus ou moins souvent, ils vont pouvoir faire cette gestion-là. On n'a aucune limitation au niveau des mises en production, donc ils peuvent monter en production autant de fois dans la journée qu'ils veulent, tant que tout est conforme. J'ajouterais qu'on a également une notion de dette technique qui sont plus au niveau organisationnel. Lorsqu'on a des objectifs de sécurité ou de sortir une technologie ou de se mettre à niveau, on va faire apparaître dans le board de toutes les équipes des billets qui vont être priorisés. Donc, c'est fait de façon centrale. Si c'est un problème critique de sécurité, c'est sûr qu'il lâche tout, puis il faut que ça passe avant le reste. Mais il y a d'autres objectifs, des fois, pour lesquels c'est géré à l'échelle de l'organisation, puis c'est ramené dans les boards de chacune des équipes. Donc, on a plusieurs facettes au niveau des dettes techniques, là, selon qu'on est en projet ou qu'on est selon l'échelle, finalement. Puis on a également dans le wiki toute une section qui parle des dettes techniques avec un checklist de l'ensemble des aspects à considérer qui peut être appliqué projet par projet. Avez-vous des guides d'exploitation P580 et où sont-ils disparus au bénéfice de l'automatisation? Effectivement, les 580 ont disparu de notre côté. C'est l'automatisation qui les a pris en charge. Lorsqu'on se retrouve à avoir des étapes manuelles, il est trop fréquent qu'il y ait une étape oubliée, qu'il y ait une étape qui soit une case à cocher qu'on passe par-dessus. L'automatisation vient nous assurer un degré de qualité et de conformité d'être à chaque fois la même chose. Et même si des fois des étapes de configuration pourraient simplifier les opérations en production, où on va encourager les équipes à faire le changement à même le code de façon à être sûr que ça se reproduise de la même façon jusqu'à la production et chaque environnement est identique, donc c'est simple de confirmer que c'est conforme. Équipe écosystème égale équipe de support au développement. L'équipe écosystème couvre plus large que simplement la période de développement.
On va couvrir et supporter le comment pendant la phase d'étude. On va le faire pendant la réalisation. On va rendre les services disponibles aux équipes et notre but n'est pas de supporter le cadre de développement, mais de s'assurer que les gens soient opérationnels et performants afin de supporter l'organisation. Donc, après ça, ça dépend de la définition de chacun sur ce qu'était le support au développement, mais à notre sens, on en prend plus large que seulement la phase de développement, puisqu'on vit avec l'ensemble du produit. Oui, ça couvre autant les aspects technologiques, d'exploitation, de sécurité. Donc, souvent, c'est des facettes, incluant aussi le volet données. Donc, on ne peut pas se limiter techniquement juste à l'aspect développement, là. Il y a vraiment toutes les autres facettes qui sont couvertes. On n'a pas de boîte d'exploitation chez nous. Donc, au niveau des systèmes qui sont en info nuagique, il n'y a pas de boîte techno, il n'y a pas de boîte de DBA, mais il y a des gens qui soutiennent tous ces aspects-là pour s'assurer justement que les équipes produits, elles, vont faire les choses. Puis on a des contrôles horizontaux. C'est ça l'affaire, c'est qu'on a mécanisé généralement nos contrôles à l'intérieur des services qui sont consommés par les équipes produits. Avez-vous un référentiel d'architecture et comment est-il mis à jour? Celle-là, je vais l'apprendre parce qu'on a à quelque part, dépendant du niveau qui est posé, je vais répondre au niveau de l'organisation. On a ce qu'on appelle, tout le monde a ça, là, une architecture d'entreprise. Des fois, c'est de la belle vaisselle que personne consomme, on a peur de la briser. Là, on a quand même, nous, une vingtaine de pages qui décrivent nos objectifs puis nos moyens en termes de sécurité, en termes techno, en termes de développement. Donc, nos approches qui sont nos cibles. Puis on a également un inventaire qui est super précis pour l'état de tous nos systèmes, tous nos produits. Donc, quelque part, on sait ce qu'on a, puis on sait ce qu'on s'en va. Puis ça, c'est à l'échelle de l'organisation. Fait que c'est un référentiel, effectivement, qu'on a. Du côté des produits particulièrement, c'est là, cependant, qu'on a comme des pratiques qui sont la bonne pratique du jour, je dirais. Je pense que je vais laisser la question à Christian, savoir jusqu'à quel point nos systèmes sont homogènes ou sont différents un de l'autre, parce que justement, notre approche permet de faire des choses qu'on pourrait qualifier d'étranges parfois. Chaque système, chaque solution va avoir ses particularités, mais l'idée est justement de laisser le produit dans l'équipe qui l'a réalisé. You build it, you run it. On veut s'assurer que les équipes soient capables de faire l'idéation, faire la conception, faire la réalisation et de l'exploitation. Donc, comme ils vivent avec ce qu'ils vont produire, ils vont être habitués de vivre avec ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'ils sont tous différents? Oui, un petit peu. Est-ce qu'on a des microservices partout? Non. On va prendre la bonne solution qui s'applique au bon cas. Oui, on a du Docker. Oui, on a du IaaS parfois. On a du microservice. Mais chaque architecture est un petit peu différente afin de convenir aux besoins d'affaires en premier. Et les équipes arrivent à vivre avec ça parce qu'ils le font. Ils en font une définition, puis au fur et à mesure, on essaie de ramener pour que ce ne soit pas uniforme, mais que ça réponde le mieux aux besoins. En même temps, on va toujours essayer sans nécessairement de les pousser, mais si quelqu'un nous arrive en disant « Moi, je suis plus à l'aise à faire du Access », on va lui dire non. Donc, on veut toujours quand même aller vers l'amélioration au niveau technologique aussi. Avec le temps qui nous reste, je dirais de passer ton prochain point, Carl, puis on pourra encore une fois revenir avec les prochaines questions qu'on a ensuite. Je pense que oui, on pourra conclure avec une dernière partie, mais j'avais un petit bout que je voulais quand même mentionner. Il faut se rappeler que la mise en production de 3 semaines, ce n'est pas nécessairement que c'est terminé, là. Mais c'est souvent possible dans notre cas. Ce n'est pas nécessairement des situations d'urgence non plus. Dans notre quotidien, comme dans la plupart des organisations, il y a plus de petits systèmes qu'il y en a de moyens, puis il y a plus de moyens qu'il y en a de grands. Donc, ce qui est petit, on est capable de le faire très rapidement et souvent en quelques jours. Notre minimum, à nous, c'est à peu près 5 jours que ça prend pour une application qui a 5 à 10 éléments d'information puis pour lesquels on est conforme, là. Dans le sens que
administrativement conforme, technologiquement conforme, documenté, testé en termes de sécurité. Ces choses-là, là, c'est à peu près le minimum en termes de temps qu'on peut prendre. Mais c'est quand même rare dans les organisations qu'il y ait un objectif puis une mesure précise comme ça. On a une bonne idée du temps que ça nous prend. Et c'est tout simplement peut-être la mesure la plus simple pour ne pas nettoyer des volets technologiques, mais de nettoyer un processus au complet. Fait que pour y arriver, ben justement, on a utilisé, vous avez pu le constater, là, des contrôles qui sont intégrés au processus, que ce soit la qualité, que ce soit la sécurité ou encore nos autorisations pour aller en production, nos objectifs de documentation, ces choses-là. Mais c'est surtout le fait qu'en ayant un objectif pour dire quel est le temps minimum pour faire quelque chose de simple, ben, tous les systèmes en profitent. Le petit système devient très petit. La solution de taille intermédiaire devient petite. La grosse affaire devient moyenne. La très grande devient grande. Fait que là, on en profite tout le temps, dans toutes nos opérations, que ce soit en maintenance, que ce soit pour faire naître un système. C'est vraiment cette approche-là qui nous permet d'en profiter tout le temps. Évidemment, la seule manière de le mesurer réellement, c'est sur la patente la plus simple qu'on peut imaginer qui est utile, puis voir combien de temps que ça nous prend, mais pas en situation d'urgence, dans la normalité. Autrement dit, notre ordinaire, ça ressemble à quoi dans nos opérations? C'est ça un peu le secret de notre approche, c'est de ne pas avoir tenté de cibler l'agilité, le DevOps ou l'info nuagique. On a ciblé un résultat d'affaires, puis toutes les autres patentes, là, c'est juste en soutien pour y arriver. C'est vraiment pas, on n'a pas des orientations microservices, mais on en a. On n'a pas d'orientation containers, mais on en a. On n'en a pas de, tu sais, puis souvent, on ne prendra pas la forme qu'on s'attend. Ce qu'on a, donc, c'est toutes des affaires qui peuvent être séduisantes du point de vue technologique, mais il n'est pas là, mais vraiment pas là le secret. Le secret est bien plus d'en dire le temps minimum. L'idée, finalement, c'est qu'on a géré notre environnement applicatif comme si c'était un produit. Un produit avec des utilisateurs, avec des objectifs d'affaires, avec une équipe pour le soutenir, avec un détenteur. L'idée, justement, était plutôt que d'avoir un paquet de silos administratifs, un paquet de silos technologiques de toutes sortes, toutes des choses qui sont collées ensemble souvent dans les organisations, ça a été de partir d'un objectif, puis de s'organiser en conséquence, puis de prendre les technologies qui supportent cette organisation-là, avec les contrôles nécessaires. On est une organisation gouvernementale, on gère de l'argent, on a des clientèles qui peuvent être exigeantes. On va dire qu'on a énormément de volume, mais on a de la complexité dans nos systèmes d'information. On a un portefeuille qui vaut peut-être 80 à 100 millions. On a un système, par exemple, qu'on est en cours de développement. On a 6 à 8 000 éléments d'information à gérer puis à saisir dans un écran. C'est le genre de choses là, qu'on a, nous, dans notre organisation. Fait que ce qu'on essaie, donc, c'est d'avoir une façon de faire qui fait que quand c'est simple, qu'on puisse le faire rapidement. C'est vraiment ça, je pense, qu'il faut retenir de l'approche qu'on a, de ne pas retenir les volets technologiques, mais vraiment de mettre l'objectif d'affaires pour dire pourquoi, si c'est simple, ça prend du temps et ça coûte cher. C'est la question fondamentale qu'on s'est posée, puis c'est à ça qu'on a répondu. Si c'est simple, ça ne devrait pas être long à faire, ça ne devrait pas coûteux à faire, ça ne devrait pas être compliqué à faire, mais il faut réussir à le faire simplement, rapidement, pas cher. C'est vraiment ça l'approche qu'on a retenue. Et ça, c'est une mesure là, qui intègre l'ensemble de tout l'écosystème ou de tout l'environnement applicatif. C'est la seule mesure qui permet vraiment de prendre dans son ensemble la performance de toute notre organisation, ou en fait, la performance d'une organisation en soi. Fait que s'il y a quelque chose, je pense qui mérite la peine d'être retenu de notre retour d'expérience, c'est bien ça. Je pense qu'on va passer aux questions. Il y en avait encore quelques-unes. Effectivement, il nous en reste encore quelques-unes. Puis je pense qu'il nous reste encore un peu de temps, donc il ne faut pas hésiter à en ajouter. Si la documentation est plus dans le code et que le 490 n'existe pratiquement plus, est-ce
est-ce que cela ne donne pas plus de tâches aux devs, aux développeurs, à analyser les problématiques à la place des pilotes ou la partie affaires? En fait, c'est que, je dirais, la partie affaires ne va pas nécessairement s'attacher énormément au volet de la documentation ou des règles d'affaires qui sont, ou plutôt, la documentation qui est faite va répondre aux besoins des lignes d'affaires pour ce qu'elles ont besoin de vérifier. On n'ira pas détailler dans le remplacement du 490 l'ensemble des règles de mapping ou organique. Ce qu'elle veut avoir, la ligne d'affaires, c'est un produit qui fonctionne et qui correspond à son besoin. On ne veut pas utiliser le 490 comme un contrat entre la ligne d'affaires et le développeur pour s'entendre sur ce que ça doit faire, puis passer trop de temps à l'écrire. Donc, la documentation, elle existe encore. Elle n'est pas sous un format de 490, mais elle vient couvrir les principales règles d'affaires que le pilote ou la partie affaires doit connaître afin d'analyser une problématique. L'autre volet, c'est au niveau de la maintenance et l'évolution. Je pense que c'est le sens aussi de la question. On indique aux équipes produits de documenter. De toute façon, ils vont vivre avec la solution. Donc, à quelque part, ils ont besoin de s'assurer qu'ils ont l'information qui leur permet de se retrouver. C'est la directive qu'on donne. Puis, à quelque part, on parlait de responsabilité tantôt. Bien, une équipe qui documente mal va avoir besoin de documenter plus ou de fouiller plus éventuellement. Mais il y a un équilibre qui s'obtient là. Quelqu'un qui en fait trop, ben, il ne s'en servira pas. Puis quelqu'un qui n'en a pas fait assez, ben, il va courir, puis il va chercher, puis il va falloir qu'il en produise plus. C'est vraiment au niveau du résultat. Donc, c'est une des conséquences d'avoir mis une équipe responsable à ce niveau-là. Puis, on les encourage à documenter, évidemment, dans le wiki pour tous les aspects qui sont de nature technique. On a un registre des actifs informationnels pour plein d'autres aspects, plus de gouvernance. Puis, on a également encore des documents qui sont plus de nature fonctionnelle, qui décrivent la situation comme elle est et qui vont être créés lorsqu'il y a des besoins de le faire. La question suivante est intéressante. Comment faites-vous pour la production des dossiers d'opportunités d'affaires demandés par le Conseil du Trésor? En fait, on les fait comme tout le monde les demande, là. C'est simplement qu'on a une approche où on va plus être connecté sur les besoins d'affaires. On en a à en pousser là, pour l'autorisation des projets d'investissement. Ça, c'est ce bout qui était incontournable. De notre côté, on n'a pas de difficulté à justifier nos orientations. C'est des orientations qui sont maintenant recommandées, ce qu'on fait. C'est bien plus l'équipe de architecture de solutions, souvent, qui va prendre ça en charge avec la ligne d'affaires pour justement s'assurer que nos dossiers répondent à l'ensemble des besoins de ça, du Trésor. Mais on a surtout aussi des résultats qu'on obtient chez nous, là, dans le sens qu'un dossier n'est pas fait uniquement pour le Trésor, il est fait pour nous autres. Donc, nos préoccupations à nous ont été intégrées dedans. Comment arrivez-vous à marier les contraintes associées aux employés ayant des postes permanents liés à des fonctions TI précises versus la nécessité de polyvalence des équipes agiles? Ça, là aussi, je vais être obligé de l'apprendre. En fait, les TI, on est tous en informatique, là. Les gens qui ont des postes spécialisés, généralement, ont quand même une utilité. Il y a quand même des processus qui vont demeurer, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas complètement transformé. Mais oui, il y a des contraintes pour des gens qui, effectivement, ne suivent pas le rythme et ont de la difficulté à s'ajuster aux nouvelles façons de faire. Mais ça, on est en informatique, qu'il y avait des nouvelles façons de faire, il y en avait il y a 5 ans, il y en avait il y a 10 ans, il y en avait il y a 15 ans. Ça change tout le temps. Donc, quelque part, l'obligation de former les gens, l'obligation de les amener dans des projets où ils vont avoir l'occasion de contribuer, puis de s'approprier des choses, ça va demeurer. De l'autre côté, quelqu'un qui veut faire juste quelque chose de très, 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 très précis dans une équipe agile, c'est le même problème avec l'agilité lorsqu'on veut une équipe qui est relativement qui couvre un spectre assez large. À l'intérieur des équipes, ce n'est pas tout le monde qui couvre toutes les expertises. Donc, quelqu'un qui est spécialisé peut quand même contribuer. Vous avez vu qu'on couvre
les volets données, les volets sécurité, les volets techno, les volets d'exploitation à l'intérieur d'une équipe produit. Donc, à peu près tous les types d'expertise, ces gens-là vont pouvoir contribuer. Si c'est pour faire des essais, ces choses-là. Mais graduellement, les gens peuvent élargir leur spectre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, effectivement. Mais quand tu mets quelqu'un d'une équipe agile, puis on leur dit tout simplement, ta job, c'est de contribuer le mieux que tu peux au succès de l'équipe. C'est comme ça qu'on réussit à enlever cette limitation-là. Le suivi des modifications pour l'assurance qualité a été fait comment avec un wiki? Je peux me lancer pour celle-là. En fait, l'assurance qualité va se faire par même l'équipe. La vérification puis la qualité des essais, on a d'autres outils, on a TestPlan, on a ce suivi-là. Mais pour ce qui est de la qualité de la documentation, il y a une relecture qui se fait par les architectes de solutions afin de confirmer que c'est bon, mais ce n'est pas un processus détaillé avec des approbations puis commentaires aller-retour. Donc, on s'assure simplement que ce soit le meilleur contexte et la meilleure connaissance qu'on a de la solution. Et une équipe qui va avoir des problèmes au niveau de la documentation ou du suivi qui est là-dedans va se retrouver à avoir plus de retours et plus de modifications à faire. En même temps, cette documentation-là étant dans le wiki de Azure DevOps, notre outil de suivi de développement, la documentation est intégrée avec le suivi des billets, avec le suivi des codes, avec le suivi des livraisons. Donc, on est facilement capable de faire le tour de ce qui s'est fait et pourquoi et comment. À propos de l'équipe d'architecture de solutions qui supporte le quoi, est-ce que c'est une équipe par produit? Combien de personnes en font partie? Ce n'est pas une équipe par produit comme telle, c'est une équipe en soi qui font essentiellement le pont entre les lignes d'affaires puis le développement, si je peux dire. Je le simplifie pas mal. Il y a combien de personnes? 5, 6 de mémoire, à peu près? 8. 8? Ah, je pensais qu'il était mémoire, là. Ils sont 8, mais c'est parce qu'il y a différents intervenants. Puis on se rappelle que l'équipe d'architecture de solutions ont la responsabilité, pas simplement de soutenir le succès des lignes d'affaires, mais également de soutenir le succès de la boîte informatique. Dans le sens que, est-ce qu'on est dans nos orientations? Est-ce que nos contrôles qualité qu'on a mentionnés tantôt sont intégrés? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que l'ensemble des considérations utilisateurs sont prises en compte, mais souvent qui ont une notion informatique, les niveaux de service, par exemple, ou la classification des données, sont-elles sensibles ou pas? Tous ces aspects-là, c'est l'architecture ces architectes de solutions qui ont ça dans leur checklist, si on veut, puis qui est dans leur portée pour s'assurer qu'on a couvert correctement ces aspects-là. Puis ça va aller justement jusqu'à la documentation puis aux preuves d'essai. Puis c'est les autres souvent qui vont autoriser puis une mise en production. Ils font partie du workflow d'autorisation dans bien des cas. En plus de la ligne d'affaires qui va autoriser une mise en production, on a également à s'assurer qu'on est content de la solution comme boîte informatique. Avez-vous documenté vos processus? Nos processus de travail sont... ce qui est nécessaire d'être documenté dans le wiki. Nos façons de faire sont documentées dans le wiki. Est-ce que tous nos processus... non, ce qui est utile, là, je pense. On ne documente pas pour le plaisir de documenter. Je pense qu'il n'y a personne qui aime ça. Là. Il y a une grande partie de nos processus sont mécanisés. Donc, c'est la documentation de ces mécanismes-là, des fois, qui va faire foi de la façon de faire. Puis, au niveau du reste, on n'a effectivement pas documenté pour documenter. Mais dans le wiki, il y a plusieurs articles qui décrivent les objectifs de l'organisation puis nos façons de faire. Donc, ce n'est pas juste des articles, je dirais, de nature technique, mais c'est bien plus philosophique. C'est bien plus pour qu'un nouvel employé, par exemple, qui veut comprendre pourquoi on fait de l'info nuagique ou pourquoi on développe de notre façon, on a toute une... C'est pas une thérapie dans ce cas-là, mais vraiment une conversion à faire là, pour que les gens comprennent un peu nos façons de faire parce que c'est pas fréquent là, comme approche. Produisez-vous des documents d'architecture?
pense que la réponse que Carl vient de donner y correspond un peu. On ne fait pas de PR 250, 170 et compagnie. On ne tombe pas dans le guide vert. On va documenter à même le wiki nos orientations, nos fondements, nos philosophies, somme toute. Lorsqu'on tombe en niveau systémique, on va aller documenter ce qui a de la valeur. Comme nos architectures vont se ressembler, on va documenter ce qui est différent d'une solution versus une architecture de base. Lorsqu'elle est très différente, lorsqu'elle arrive avec des nouveaux concepts, on va la documenter plus, mais toujours à même le wiki. Maintenant, vous livrez en 3 semaines, mais la transformation vous a pris combien de temps? Je dirais à peu près 5 ans. Mais en fait, c'est pas vrai parce que la transformation est pas finie. On continue à s'améliorer, puis on est tout le temps en transformation, puis j'espère que ça, c'est le message qu'on veut véhiculer aussi, là. J'espère que c'est quelque chose que vous devez comprendre puis assimiler de votre côté aussi, qu'il ne faut jamais se camper sur ce qu'on a, là. Il faut tout le temps pousser à s'améliorer puis à se transformer. Mais ça fait 5 ans qu'on travaille pour arriver où ce qu'on est rendu. Puis l'année prochaine, ça va faire 6 ans qu'on travaille pour arriver où ce qu'on va être. Si on continue, comment se vit la responsabilisation dans un contexte de mobilité des ressources? Ça là est intéressant. Je peux dire que la plupart des gens sont très heureux d'avoir le droit de travailler. Ce qu'ont vécu plein de développeurs dans d'autres organisations, c'est qu'ils ont peu d'autonomie. Puis une fois que les gens ont compris que l'autonomie, ça vient avec la responsabilisation, on n'a pas vraiment de gens qui sont sauvés en disant que non, ils n'en voulaient pas. À quelque part, c'est attractif. Les gens, tout le monde le sait, là, il y a des gens qui sont, je ne sais pas pourquoi on me paye ici, là, je n'ai pas le droit de travailler, je n'ai pas les accès, je n'ai pas les logiciels, je n'ai pas. Fait que ce volet-là est très intéressant. Fait que, en sens d'attractivité, là, c'est très attractif. Donc, les seules personnes qui ne trouvent pas ça attractif, c'est les gens qui n'aiment pas le fait qu'on change et puis on améliore des choses constamment, je dirais, parce qu'on n'a pas fait ça, ça fait 5 ans de transformation, puis on l'a dit, là, ça va continuer à changer. Ces gens-là ne trouvent pas attractif. Les autres, oui, très. Ça, c'est intéressant. Fait que, donc, on n'a pas de difficulté de ce côté-là. Prochaine question. Il y a eu des situations où l'équipe produit s'est plainte de se faire imposer des façons de faire par les équipes d'architecture ou d'écosystème. Oui. Il y a eu des divergences d'opinion. Il y a eu des équipes, des fois, qui voulaient prendre d'autres technologies, d'autres façons de faire. L'idée était souvent de ramener à la base sur c'est quoi les objectifs d'affaires, c'est quoi la cible, pourquoi est-ce qu'on veut arriver à notre cible, à répondre à l'objectif d'affaires. Puis l'idée n'était pas de venir imposer, mais juste de faire prendre conscience que d'amener un changement pour un changement, ça n'avait pas nécessairement de valeur due à la maintenabilité, à la sécurité, etc. La solution telle qu'on l'a, elle couvre tous les besoins, elle couvre, ou du moins les besoins qu'on a ciblés. Et si on vient à changer la solution, tant que ça va répondre au contexte de sécurité, de maintenabilité, de connaissance au travers de l'équipe, elle va être acceptée, puis on ne viendra pas imposer autre chose de différent. On va accepter le changement, on va même le pousser parce que si quelqu'un arrive avec une autre solution, elle est peut-être meilleure. L'idée est de s'assurer que tout le monde a une vision commune sur l'impact d'amener le changement, qu'est-ce que c'est. À chaque réalisation, à chaque projet, on va venir amener une innovation, on va amener quelque chose de nouveau, mais on va essayer de faire cette transformation-là de façon contrôlée. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas n'importe quoi qu'on vient amener puis qu'on vient faire le changement. On veut choisir ce qu'on veut changer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce qu'on a dépilé la liste. Je vois qu'on a un petit peu moins de gens qu'au début.
certains ont peut-être eu leur réponse et sont partis au 5 à 7. Oui, ben, c'est une bonne idée, là, ça. Fait que, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vraiment vous remercier de votre attention. Ça nous fait plaisir de partager ce qu'on a fait. C'est certain qu'on a un contexte particulier, c'est gouvernemental, c'est pas. Des fois, c'est plus contraignant, mais des fois, en même temps, ben, ça peut aider d'autres organisations. Donc, un gros merci à tout le monde, puis on est toujours disponible pour en discuter.